Bonjour. Euh, la situation évolue à tous les jours. On fait des progrès de compréhension, je pense. Et aujourd'hui, le point de départ, pour moi, c'est une longue entrevue avec Wolfgang Wodak qui a été publiée, lancée sur Facebook sur YouTube et maintenant en anglais. Alors, tout le monde, une plus grande partie de la planète va pouvoir comprendre vraiment en détail, c'est une longue entrevue d'1h20, va pouvoir comprendre en détail son point de départ et ça vaut vraiment le coup de l'écouter au complet, en détail, d'essayer de comprendre son argumentation. Et pour vous en donner un petit aperçu, c'est fascinant d'aller à l'origine des tests mêmes qui, qui permettent d'identifier le virus. Alors, c'est bel et bien le cher Drozdun, qui est le virologue qui organise la campagne ici nationale de lutte contre le COVID avec le, le médecin Wiele, le chef du RKI. Et Drozdun a bel et bien inventé le test qui permet d'identifier le COVID-19. Et il l'a fait à partir de chauves-souris, mais de l'Allemagne de chauves-souris qui avait un type de coronavirus. Et donc, et tout simplement, un argumentaire de Wodak, c'est de dire que le test même n'est pas si spécifique que ça, parce que la méthode que Drozdun a utilisée pour identifier le type de coronavirus et le comparer et le différencier des autres types d'infections virales qu'un être humain peut avoir, c'est simplement qu'il a fait passer à son échantillon X les autres tests qui permettaient d'identifier les autres virus. Et parce que les autres tests étaient négatifs et que le nouveau test était positif, ça concluait la spécificité, ça lui permettait de conclure la spécificité du test. Alors déjà là, c'est quand même assez un peu douteux, déjà pour la spécificité du test même. C'est un simple avant-goût de tout son argumentaire. L'autre partie importante de son argumentaire, c'est le surtraitement, tout simplement. C'est-à-dire qu'il semblerait que dans le cas de cette crise-là, étant donné qu'on a pris panique, probablement, on s'est mis à traiter les patients de plusieurs manières qui pourraient être létales. Et évidemment, c'est difficile dans un monde où les médecins au front, comme on le dit, les infirmiers au front, qui font de leur mieux, ça je le remets pas en question, mais qui peut-être surtraitent. Deux types de surtraitement au niveau des antibiotiques, des antiviraux. Des fois, on combine les deux. Et en plus, il commence à avoir de plus en plus de discours qui remettent en question l'efficacité des respirateurs artificiels, qui est potentiellement également très dangereux pour la personne avec la personne qu'on utilise. Alors, encore une fois, je ne suis pas expert. J'écoute ce discours-là, j'essaie de le comprendre, et ce qui me donne la confiance en ce monsieur-là, c'est qu'il était aux premières loges à plusieurs reprises dans son parcours de vie pour essayer de contrecarrer les intentions mercantiles des compagnies pharmaceutiques. Et présentement, c'est assez fascinant qu'on refoule d'une certaine manière, qu'on ne se permette pas de poser la question des intentions mercantiles des compagnies pharmaceutiques, où c'est tellement évident pour moi. En Allemagne, c'est d'une évidence incroyable. C'est peut-être trop évident qu'on ne peut pas se l'admettre. Mais c'est évident à deux niveaux. C'est évident au niveau de la campagne de vaccination, c'est-à-dire la promotion d'un potentiel vaccin, et on met notre espoir, dans quelque chose qui n'existe pas encore, dans une solution potentielle. Et même, on met notre espoir dans une nouvelle technique de vaccination avec RNA et tout ça. Je comprends pas très bien, mais ce que je comprends, c'est que c'est une nouvelle technique. Alors, c'est une nouvelle technique. Si on accélère les processus de vérification pour une nouvelle technique, eh bien, je ne suis pas certain que ça, c'est faire preuve de prudence. Mais ici, en Allemagne, un élément qui est encore plus troublant que le vaccin lui-même, c'est la tentative d'instaurer un passeport d'immunisation.
Et qu'est-ce que c'est un passeport d'immunisation? C'est-à-dire, là, on a remis en question l'histoire d'obliger les gens à se faire vacciner, mais la contrainte pourrait venir d'ailleurs, c'est-à-dire que pour avoir accès, pour avoir le droit de faire telle ou telle activité, tu dois avoir un passeport d'immunisation. Tu dois prouver, encore une fois avec des papiers, hein, c'est toujours une histoire de papier, des papiers après papier, tu dois prouver que tu es immunisé pour tel virus. Et je ne sais pas si vous imaginez le potentiel de discrimination de telles mesures, c'est-à-dire pour aller au supermarché, il faut prouver qu'on est immunisé pour tel truc. Pour voyager dans un pays ou dans un autre, il faut prouver qu'on est immunisé pour tel truc. Pour aller au cinéma, le potentiel de discrimination est extrême. Et quand on monte, on creuse encore un niveau plus loin, quand on gratte encore un peu plus, qu'on se rend compte avec à la fois l'histoire de centralisation des données biomédicales, des données biométriques des gens, on veut aussi centraliser les déplacements des gens de manière très officielle. Et là, ce qui me fascine, ce qui me sidère, c'est de ne pas utiliser ou de ne pas sentir les intuitions de Yuval Noah Harari dans 21 leçons pour le 21e siècle ou dans Homo Deus, où Harari, dans 21 leçons pour le 21e siècle, nous dit précisément notre maillon faible, notre angle mort qui va permettre potentiellement de lâcher prise d'une certaine sphère personnelle qui nous appartient qu'à nous, ce sera la santé. Ce sera la promesse d'être en santé ou d'être protégé, que notre corps soit protégé. Et pour ça, on va être prêt à donner nos données à des méga compagnies. Et c'est un des dangers qui m'apparaît extrême dans toute cette histoire, où par peur d'un virus comme celui-là, on va être prêt à tellement baisser nos gardes et donner contrôle à des gens qui n'ont pas notre bien à cœur. Ça, je suis assez convaincu de ça, même s'ils peuvent le penser eux-mêmes, qu'ils ont notre bien à cœur. Hashtag Bill Gates. Je ne pense pas que Bill Gates a un réel intérêt à notre bien. Il peut le fantasmer, mais j'y crois pas. Et dans 21 leçons pour le 21e siècle, Harari mettait précisément l'Europe au centre de deux types d'accumulation de données. Le type étatique à la Chine, qui est déjà très avancé, et le type corporatif à l'américaine, avec des méga entreprises comme Google, Apple, Amazon. Et là, je suis désolé, j'arrive pas à ne pas voir que c'est l'occasion parfaite pour ces compagnies-là d'enfin accumuler une quantité phénoménale de données, parce qu'on le dit, on le redit, l'or du futur ou l'or déjà présente pour tellement d'entreprises, c'est nos données. Et le potentiel de contrôle dans une centralisation des données comme celle-là est gigantesque. Et moi, mon agenda, je le redis, c'est d'éviter ce genre de choses. D'éviter cette forme de contrôle qui va, selon moi, nous empêcher de vivre une vie digne. Alors, je vous encourage fortement à aller écouter cette entrevue de Wolfgang Modat, et j'aimerais vous partager également une source d'information incroyable dans tout ce dilemme. C'est ce site ici qui s'appelle Swiss Propaganda Research, Facts About COVID. Vous voyez que les résumés des articles ici, c'est vraiment un rassemblement de plusieurs recherches, entrevues, etc. sur le COVID. Et c'est évidemment, les gens qui organisent ça, c'est des Allemands suisses, des Suisses allemands. Mais ils traduisent dans plusieurs langues. On l'a en français, je vais donner la version anglophone ici, parce qu'elle est à jour. Et je vais tout de suite aller au
dernières entrevues d'experts. Et c'est les plus récentes données, on est le 6 mai. Est-ce qu'on est encore... Oui, on est le 6 mai, voilà. Ça a été actualisé aujourd'hui. Alors ici, il y aurait une entrevue de John Ioannidis sur CNN qui dit that COVID is a widespread and mild disease comparable to influenza for the general population, while patients in nursing homes and hospitals should receive extra protection. Ici, on a un autre professeur de Stanford qui explique dans une entrevue avec CNN that the idea of having to stop COVID-19 has created a catastrophic healthcare situation. Professor Atlas says that the disease is generally mild and that irrational fears had been created. He adds that there is absolutely no reason for extensive testing in the general population, which is only necessary in hospitals and nursing homes. Professor Atlas wrote an article at the end of April entitled The Data Are in Stop the Panic and End Total Isolation. On retrouve Knut Witkowski ici. Une entrevue que j'ai déjà regardée, je crois bien, qui explique that the danger of COVID-19 is comparable to an influenza and that the peak was already passed in most countries before the lockdown. Très important. Ici, je vais mettre l'emphase sur Hendrik Streeck parce qu'il a enfin publié l'étude Heinsberg. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a principalement 2 études qui ont fait une étude de sérologie pour finalement connaître la réelle propagation du virus dans une population pour enfin identifier adéquatement le taux de mortalité. Et là, on ne peut pas dire que ce taux-là a été le taux de 0,36%, ça veut dire du nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui ont été infectées, il y en aurait 0,36% qui en mourraient. Et on ne peut pas dire que ça, c'est une étude qui a été faite après le lockdown. Heinsberg, il y a eu le carnaval ici en Allemagne. Nordrhein-Westfalen, c'est les gens qui fêtent le plus dans la région de Cologne. Et là, il y a eu une éclosion du virus à Heinsberg. Les gens ont été après coup confinés, mais Hendrik Streeck s'est rué tout de suite dans cette région pour faire ses études. Donc, et ça, c'est, là, vous pouvez aller vous lire sur la quantité de personnes et tout. Donc, 0,36%, et ça, c'est en phase avec l'étude de John Ioannidis en Californie. Ce chiffre ici, et si on se rappelle bien, l'influenza, on a un taux de mortalité entre 0,1 et 0,4%. Et lui-même dit, but explained in the interview that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0,24 to 0,26 or even below. La moyenne d'âge des gens qui sont morts, des personnes qui sont mortes, est de 81 ans. Zoukharik Bhatti, on le retrouve ici, that politics and the media have been conducting an interminable fear-mongering and an irresponsible disinformation campaign towards the population. Face masks for the general population are useless and dangerous, germ catchers. The current crisis was brought about by the politicians themselves and has little to do with the virus. Ici, le Suisse, ici, à un hôpital de Saint-Gallen, très intéressant, qui s'est exprimé très très tôt, ici, explained in a new interview that the COVID-19 disease is mild for the vast majority of people, the counting of infected people and the call for more tests would not help much. Ici, c'est important, parce que reconnaissez vous-même que dans la manière dont on rapporte les statistiques dans les journaux officiels, on vous dit simplement qu'il y a eu 10 cas. 20 cas. Mais ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Ça dit qu'il y a des gens qui ont le virus à ce moment-là. On ne sait pas combien il y en a déjà. Pour ça, il faut faire des études représentatives. Et les seules études représentatives qu'on a, jusqu'à maintenant, il y en a peut-être plus qui commencent à émerger, c'est celle de Streeck et celle de John Ioannidis. Et leurs données devraient servir de base à la nouvelle modélisation mathématique qu'on pourrait faire et que le professeur Ferguson a fait au départ avec un nombre tellement minime et non représentatif de données. Alors, j'espère que tout ça peut rassurer les gens et j'espère que vous-même, vous allez avoir l'élan de vous lancer dans ces recherches-là et dans la découverte, le traitement de plus d'informations pour essayer de comprendre et essayer aussi de vous rassurer.
Ici, il y a une entrevue de 30 minutes en anglais avec le Dr. Straight qui vous permettrait aussi de comprendre ces éléments. Et c'est super intéressant parce que Dr. Straight a pris la place de professeur Drosten à Bonn. Alors, professeur Drosten, en 2009, avec le vidéo Profiteur de la peur, professeur Drosten s'est déplacé à l'hôpital Charité à Berlin et c'est professeur Streeck qui l'a remplacé et qui maintenant, dans l'espace public, est son pendant officiel. Et son pendant officiel. Maintenant, la lutte. La lutte commence en Allemagne et elle commence pas, elle est quand même bien entamée. J'ai reçu de la part d'un ami un commentaire qui me touche, parce que effectivement, la population semble avoir été bernée ou semble avoir été ballottée d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire d'un côté de la peur extrême et ensuite la tentative d'en sortir tout aussi rapidement. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et ma prise de position, c'est pour tenter une lutte, pour changer, pour penser le monde d'après, il faut d'abord s'assurer d'avoir moins peur. C'est fondamental d'avoir moins peur et c'est aussi fondamental de se sentir rassemblé. Et je vois mal comment on peut lutter et penser le monde d'après si on ne réussit pas à sortir de chez soi. Ici en Allemagne, on commence à sortir de chez soi. On le fait depuis plusieurs semaines tous les samedis et ça grossit. Le samedi à 3h30, il y a des manifestations de plus en plus partout en Allemagne. Je vous en montre quelques images ici. Même ça commence avec Nuremberg, si je ne me trompe pas, où j'étais la semaine dernière. J'avance, une petite image. Non, ça c'est Stuttgart. Ça c'est la plus grande manifestation. Il y avait entre 2500 et 5000 personnes. Alors j'espère que ça vous rassure quand même. L'Allemagne, c'est pas le Québec, évidemment. Peut-être que la population est si différente que le virus se comporte différemment ici. Mais je crois pas. J'espère que ça vous rassure. On est un pays de 83 millions, une densité de population assez grande. Et là, il y a 5000 personnes qui essaient évidemment de respecter la règle officielle pour les démos, c'est de respecter la distance entre chaque personne. Mais évidemment, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'espère que de voir ces gens-là dans la rue qui ont osé aller au-delà de leur peur, ça peut vous rassurer. Ça peut vous rassurer. Moi, je suis prêt à le faire parce que c'est légal. Parce que c'est légal. Aussi, c'est très important. Ici, la Cour suprême allemande a déjà dit qu'il ne pouvait pas y avoir en soi, a priori, d'interdiction de manifester dans un état de droit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, la manifestation en soi est possible. Et là, évidemment, chaque État essaie de faire respecter les règles de distanciation sociale dans la manifestation, mais la manifestation est possible. Alors ça, c'est une partie de la lutte. Et l'ami en question faisait référence à Nuremberg, à l'État allemand, où effectivement, il y a eu peut-être le génocide le plus grand de l'histoire de l'humanité. Et justement, il y a plusieurs personnes qui vont de l'avant avec ce discours-là, qui font la comparaison, au sens où, et ça me donne des frissons d'entendre, par exemple, ce monsieur ici, qui est de la première heure dans la lutte. Et ici, vous voyez, il y a une image de la Constitution allemande, la première loi, la loi de base en Allemagne. J'ai commandé trois livres, la Grundgesetz. Et les gens essaient dans les manifestations de simplement distribuer. Au départ, c'était simplement ça, distribuer des constitutions allemandes. Alors c'était ça. Et déjà quelques-uns qui faisaient ça se sont fait enfermer. Et cet homme
fait la comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la Première, la Deuxième, avec le régime communiste ici en Allemagne, où tout était autorisé sur papier. C'est-à-dire ici, là, on a la loi de la protection contre les infections. Le gouvernement change des lois très rapidement. Demain, il va y avoir un gros débat au Bundestag pour les histoires de passeport d'immunité et tout. J'espère tellement qu'il va y avoir de l'opposition parce qu'il n'y a pas d'opposition présentement. À peine. À peine. Et c'est inimaginable dans une société démocratique qui est à peine d'opposition. Et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui fait peur à Ken Jebsen. Et il fait la comparaison. Et c'est extrêmement touchant de voir qu'on peut reglisser dans ces directions-là, dans cette direction de contrôle, avec tout simplement un petit glissement, l'ennemi devient le virus. Mais c'est un petit glissement de rien du tout qui fait que, par la bande, le potentiel de discrimination entre nous devient si fort, si intense. Ça me déchire de voir que des amis sur Facebook, par exemple, font de cet homme-là que j'écoute, que je respecte. Oui, il est fâché. Il est vraiment, vraiment fâché. Il y a beaucoup de colère. Même si son appel à la démonstration est toujours un appel non violent à la manifestation, un appel même à méditer, tout simplement, à s'asseoir, à méditer, le genre de sit-in. Mais de voir que des amis enferment ces gens-là dans une histoire de théorie du complot, dans des gens qui perdent les plombs complètement, dans « Ah, il n'a pas raison, ça n'arrivera jamais ». Mais ce genre de discours était présent avant l'arrivée d'Hitler ici. Ah, ça n'arrivera pas. On sent que toute notre attention est sur les Juifs, mais ça n'arrivera pas. Et c'est arrivé. Et on peut empêcher un développement aussi extrême dans cette direction-là. Mais le développement est extrême parce qu'on joue avec des concepts de vie et de mort. Et c'est le renversement de deux choses qui me sidère et que je trouve excessivement dangereux. Et si on franchit cette ligne-là au niveau même des lois, c'est-à-dire le principe de base de l'épidémiologie, c'est on protège les gens en santé des malades. On isole les malades des gens en santé. Et bien avec cette histoire-là de COVID, on a renversé le principe. On isole les gens en santé des malades. On isole les gens en santé des malades. Et ça, c'est la très grande majorité de la population. Et si on couple cette idée-là à tu as potentiellement le virus, et parce que tu as potentiellement le virus, tu es potentiellement coupable de la mort de quelqu'un au bout de la chaîne d'infection, eh bien, on se rend tous, par principe, coupables de la mort de quelqu'un. Et moralement, le poids qui pèse sur nos épaules, de se sentir coupable potentiellement de la mort de quelqu'un, et que la personne nous dit, oui, mais pour ne pas être coupable, tu dois respecter cette règle-là, cette règle-là, cette règle-là, cette règle-là. Évidemment, les gens respectent les règles. Comment est-ce que c'est possible de ne pas respecter les règles si on se sent coupable de la mort de quelqu'un? Et ça peut aller, cette logique-là peut aller très très loin. Alors, j'essaie de briser cette logique au meilleur de mes compétences, de mes recherches. Encore une fois, je peux me tromper, mais j'essaie d'être honnête et d'exprimer mes peurs. Et faites-le aussi, continuez à exprimer vos peurs, n'hésitez pas à exprimer vos peurs, vos incompréhensions, et essayons de trouver une voie de sortie qui ne produira pas des catastrophes. Les catastrophes sont déjà là, il y a des catastrophes déjà, mais les catastrophes potentielles dans tout le brouhaha social causé par la crise sont gigantesques.
sont gigantesques et essayons de passer le pont sans faire exploser le pont. Essayons de passer de l'autre côté sans faire exploser le pont. Et voilà, c'est mon seul but. C'est mon seul but. Prenez soin de vous. Au revoir.